11 mai 87, ouverture d'un procès historique. Pour la première fois en France, un homme est jugé pour crime contre l'humanité. Cet homme, c'est Klaus Barbie. Chef de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, surnommé le boucher de Lyon, Klaus Barbie a fait régner la terreur et est à l'origine de la mort de millions de juifs. Plus de 40 ans après les faits, le tortionnaire se retrouve sur le banc des accusés. L'ouverture du procès est diffusée en direct à la télévision. Ce jour-là, le monde entier découvre le visage du bourreau. L'audience va commencer dans quelques instants. Elle a pris évidemment un peu de retard, comme toutes les manifestations de ce poids et de cette importance. La justice avait accordé à une équipe de télévision, pour l'histoire, justement, l'autorisation de filmer l'ensemble du procès, ce qui n'était jamais arrivé parce que la loi l'interdit. Pour les archives, dirons-nous, pour qu'un jour les enfants, les petits-enfants puissent voir l'intégralité de ce procès. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Voici procédé de ses gardes. Klaus Barbie. Il faisait régner la terreur. Aujourd'hui, la justice lui demande des comptes. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Pour la première fois, je pense que les Français, sur un procès hautement historique et lourd en symbole, ont peut-être eu l'impression de rentrer dans la salle d'audience et donc quelque part d'être un des participants à cette audience historique. À l'issue de ce procès, Klaus Barbie sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il mourra 4 ans plus tard en prison à l'âge de 77 ans. Ces images à caractère hautement historique restent un symbole de l'après-guerre et participent au réveil de la mémoire collective concernant les années d'occupation. « 9 novembre 89, le mur de Berlin tombe après 27 ans d'existence. Rebaptisé mur de la honte, le mur de Berlin constituait le symbole le plus marquant d'une Europe divisée en deux. Des milliers de ressentissants ont perdu la vie en tentant de franchir ce mur, mais cette nuit-là, tout bascule. La population prend d'assaut cette frontière bétonnée et injustifiée. Les télés du monde entier relaient l'événement. Ce qui se passe en ce moment à Berlin est incroyable, inouï. Les mots n'ont plus de sens. Je vous le disais en commençant le journal tout à l'heure, on ne peut plus écrire, on n'a plus le temps pratiquement de réfléchir. Les événements se déroulent non pas jour par jour, non pas heure par heure, mais pratiquement minute par minute. C'était ça la force de la symbolique, c'était la destruction du mur avec des marteaux, des piolets. Tout le monde y allait avec des méthodes plus ou moins efficaces. Et comme encore une fois c'était totalement improvisé, personne n'est arrivé avec un marteau-piqueur. Puis aucune autorité était debout et puis voilà, quoi. Les gens ont pu franchir le mur, les barrages sans qu'aucune autorité résiste et ça a été ça la vraie surprise. On passe des bouteilles de champagne, il y a des feux de Bengale et c'est ça qu'on n'arrive pas ce soir tout à fait à croire, c'est que l'on bouge et que ce mur qui depuis 28 ans divise et brise cette ville pour 2 générations d'Allemands, eh bien ce mur d'une certaine façon, il est toujours là mais il n'existe plus. Magnifique, magnifique. Personne ne voyait arriver cet événement aussi vite et d'une manière aussi brutale. Et c'est ça qui a fait la force de l'événement. Ça s'est totalement improvisé et donc ça a rendu l'événement encore plus percutant dans le mental des gens. C'est fabuleux. C'est merveilleux. Je suis heureux, très heureux.
À travers ces images, le monde entier est témoin de la déliquescence de l'Union soviétique. La destruction du mur signe les prémices de la chute du communisme et la fin d'une Europe coupée en deux. Quelques années plus tard naîtra l'Union européenne, dont plusieurs pays anciennement communistes d'Europe de l'Est font aujourd'hui partie. Nelson Mandela, il fut le prisonnier politique le plus célèbre du monde. Leader de la lutte anti-ségrégationniste en Afrique du Sud, il sacrifia sa vie à son combat, le démantèlement de l'apartheid et l'égalité raciale entre communautés noires et blanches. Un combat noble qui pourtant le mènera en prison. Du fond de sa cellule, il ne cessera de militer, plus que jamais. Le 11 février 90 est une journée historique dans la lutte contre l'apartheid. Après plus de 27 ans de détention, Nelson Mandela est libéré. C'est un cortège officiel digne d'un chef d'État qui attend le prisonnier. Ses premiers pas tant attendus d'homme libre sont diffusés en direct dans le monde entier. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. À partir du moment où vous vous retrouvez en face de ces images et que vous comprenez que ce pays a pris date, qu'il a choisi de passer dans quelque chose d'après. I greet you all. In the name of peace, democracy and freedom for all, I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Au moment où les choses se passent, on a conscience que quelque chose se passe, on n'a pas conscience de l'ampleur de ce qui va se passer. Il y aura, comme pour d'autres événements, un avant la sortie de Mandela et un après. Et l'histoire a confirmé tout ça. Si la libération de Mandela n'est pas une fin en soi, ces images sont le symbole d'une évolution de la politique en Afrique du Sud et d'un changement radical des mentalités. 3 ans après sa libération, il obtient le prix Nobel de la paix et en 1994, l'ancien prisonnier politique est élu président de l'Afrique du Sud à l'âge de 77 ans. Le 4 novembre 2008 est un jour historique pour l'Amérique. Barack Obama est élu président des États-Unis et devient le premier président noir américain. Le célèbre Yes Weekend, scandé lors de sa campagne, devient réalité. Ce jour-là, c'est le visage d'une nouvelle Amérique qui s'offre au monde. Le discours du Messie est suivi en direct par des millions de gens dans le monde entier. C'était une élection complètement atypique, exceptionnelle, avec un message d'espoir immense. Cette famille noire, là, présente sur cette estrade, le monde entier a suivi cette élection. C'est souvent le cas pour les élections américaines, ça l'était encore plus. On voulait savoir si les Américains allaient oser franchir ce pas-là. Regardez les images en direct, Barack Obama est élu président des États-Unis, c'est officiel, c'est annoncé par tous les médias américains à l'instant, il est 5 heures pile, vous êtes sur Canal+ et iTélé. Regardez les images en ce moment à Chicago, c'est de la folie, je vous le disais, parce que l'État de Virginie est tombé, toute la côte ouest est tombée également. 284, la Floride aurait basculé également, la Floride pour Barack Obama. Regardez la ferveur en ce moment à Chicago et probablement dans tout le pays, évidemment dans tous les États-Unis. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. La fiction l'avait anticipé. On avait vu dans des séries américaines, dans la fiction américaine, un président noir. On l'envisageait dans la réalité.
Les Américains l'ont fait. We are and always will be the United States of America. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Sa femme était extrêmement importante, beaucoup plus importante que toutes les anciennes premières dames américaines. Il ne se serait jamais présenté comme candidat à la présidence américaine s'il n'y avait pas sa femme. Sa femme qui à un moment donné l'a fait grandir, l'a fait mûrir, lui a fait prendre conscience qu'il était aussi un américain, pas uniquement un américain. Un nouveau chapitre de l'histoire américaine s'ouvre ce soir-là. Cette élection symbolise une évolution des mentalités aux États-Unis, mais surtout un espoir à l'échelle mondiale. Un changement radical s'offre au monde après 8 ans de présidence de George W. Bush et de ses boucheries. Au milieu des années 80, la conquête de l'espace n'est déjà plus un fantasme. Cela fait 17 ans que l'homme a marché sur la Lune, du coup le lancement de navettes spatiales sert essentiellement à mettre en orbite des satellites. Mais pour les téléspectateurs, chaque nouveau décollage est toujours un événement. Événement qui peut parfois tourner au drame. Le 28 janvier 1986, après plusieurs reports, Challenger s'apprête enfin à décoller de Cap Canaveral avec 7 astronautes à bord. Et là, en direct, tout va basculer au bout de quelques secondes. Le choc a été d'autant plus fort que c'était la première fois qu'un tel accident arrivait et que jusqu'alors on avait une foi absolue dans la technologie spatiale. L'image est spectaculaire et on pourrait même dire d'une façon presque cynique, pas belle, mais cette explosion d'une fusée, on a quelque part l'impression d'un feu d'artifice totalement macabre et sinistre, donc ça a frappé d'autant plus l'imagination. C'était la première fois et ça a rappelé à tout le monde que l'aventure spatiale était à très haut risque. Challenger s'est crashé en plein vol à plus de 14 km d'altitude, 73 secondes après son décollage. Si l'accident est dû à une erreur technique, le traumatisme est d'autant plus grand que pour la première fois, une personne civile, Christa McAuliffe, faisait partie de l'équipage. Choisie par Ronald Reagan, la volonté du président américain, que l'on voit ici lors des obsèques des 7 astronautes, était de rendre un jour l'espace accessible à tous, cette institutrice devant être le symbole de ce tournant dans l'histoire de la conquête spatiale. Cet accident a repoussé de 15 ans la première participation d'un civil à une mission spatiale, c'était en 2001. Le rassemblement populaire lié à la passion du sport a connu son épisode le plus tragique le 5 mai 1992 en Corse, à Furiani. Ce jour-là, une tribune de supporters s'effondre quelques minutes avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France qui oppose Bastia à l'Olympique de Marseille. Le téléspectateur va être témoin malgré lui d'un drame humain sans précédent. Ça a été vraiment un événement dramatique et vécu en direct parce qu'au moment où allait rendre l'antenne Patrick Poivre-d'Arvor, la tribune s'est écroulée et à ce moment-là on a pris l'antenne, enfin TF1 a pris l'antenne. À 20h15, donc, le match commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, dans les bras desquels je vous laisse maintenant pour Bastia-Marseille. Bonne soirée à tous. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, ou le stade Furiani, me dit Alain Semama. Il y a, semble-t-il, eu un problème, puisque, semble-t-il, une partie de la tribune s'est effondrée. Vous savez que des aménagements très importants ont eu lieu dans les derniers jours, les dernières heures, pour essayer d'augmenter la capacité du stade Furiani.
qui était un petit stade à l'origine qui ne pouvait contenir qu'un petit 10 milliers de personnes. Et là, il semble que pour avoir les 18 000 personnes que l'on souhaitait, on a construit assez hâtivement des tribunes, puisque là, à l'instant, vous voyez sur ces images qui nous arrivent en direct, que va peut-être nous commenter Thierry Roland s'il est au téléphone. Oui, vous nous entendez? Oui, on vous entend Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Patrick, c'est une partie de la tribune provisoire qui avait été dressée à l'occasion de cette demi-finale tout à fait exceptionnelle entre Bastia et l'Olympique de Marseille, qui s'est effondrée juste derrière nous. Pour l'instant, Thierry, nous n'avons pas de dépêche de presse sur de quelconque bilan. On voit donc sur ces images que nous montre Gérard Van der Gucht, on voit une évacuation très calme des spectateurs par le terrain, oui, mais on ne sait hélas pas ce qui s'est passé évidemment du côté des spectateurs qui étaient sur la tribune qui s'est effondrée. Non, il y a eu beaucoup de peur, mais j'ose espérer qu'il ne doit pas y avoir de trop grave. On ne peut pas savoir la manière où on se trouve. Non, c'est difficile. Apparemment, on ne voit pas de noria d'ambulance autour du stade, autant qu'on puisse voir avec nos caméras. Visiblement, donc, tous Patrick, les conditions d'approche sont très difficiles car le stade Armand Césari est une enclave et effectivement, c'est très difficile. Il y avait beaucoup de monde, donc comme vous l'a dit Thierry, et vous voyez que c'est toute la partie haute de la tribune qui s'est effondrée. Je suis allé faire un tour, malheureusement je ne suis pas aussi optimiste que vous car il y en a qui ont été presque, je dirais pas empalés par la ferraille, mais il y a eu des... Enfin, j'ose pas m'exprimer parce que et être trop catastrophique dans mes pronostics, mais j'ai bien peur que malheureusement on compte plus que des blessés graves. Le bilan de cette catastrophe est de 18 morts et plus de 2300 blessés, parmi lesquels de nombreux supporters, mais aussi des journalistes sportifs venus couvrir l'événement. À l'époque, je débutais à l'équipe, donc j'étais au journal, un petit peu en lecture. On avait 3 envoyés spéciaux là-bas, Jean-Marie Lanoé, Jean-Paul Oudot et Laurent Wetzel, et les 3 sont tombés. Donc après, voilà, t'es là, tu regardes la télé, t'as des copains dont t'as aucune nouvelle. Bon, en plus, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. On a appris dans la soirée qu'ils étaient qu'ils étaient blessés tous les 3. Enfin, moment très, soirée aggravée dans ma mémoire. Ouais. Vous voyez, les gens quittent le stade. Il n'est plus question de football ce soir à Furiani. Ce drame est inimaginable. C'est un drame de la cupidité. C'est bricoler une tribune provisoire à la va-vite pour faire un peu plus de thunes, un peu plus de magouilles. Enfin, c'est pitoyable. Pitoyable histoire. Le 13 mai 1993, un homme fait irruption dans une classe de maternelle de Neuilly-sur-Seine et menace de tout faire sauter s'il n'obtient pas une rançon de 15 millions d'euros. Le preneur d'otages, un déséquilibré, se fait appeler Human Bomb, la bombe humaine, en raison de la ceinture d'explosifs qu'il porte à la ceinture. Très vite, cette prise d'otage devient un événement national dont les Français vont vivre le feuilleton en direct pendant 3 jours. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à TF1 Matin pour ce journal spécial que nous avons décidé de faire en ce samedi pour suivre ce qui se passe à Neuilly-sur-Seine. Ça devient l'information numéro 1 en France à ce moment-là. Il y a des flashs spéciaux, la couverture médiatique, bien évidemment, crée chez le téléspectateur, chez le citoyen et chez les parents une caisse de résonance importante. À chaque flash spécial, les journalistes envoyés sur place commentent les négociations du gouvernement avec Human Bomb. 14 enfants sur 20 sont d'abord récupérés avec l'aide du RAID, puis soudain, le preneur d'otages décide de ne plus coopérer. Il envisage de quitter l'école en se servant d'enfants comme bouclier. C'est évidemment un point très important puisque je ne pense pas qu'il soit envisageable de la part du ministère de l'Intérieur d'accepter que le preneur d'otages quitte l'école avec ses enfants qui en sont donc à leur 3e jour d'otage. Dès lors, la tension est à son comble. Les journalistes sont priés de quitter les alentours de l'école. Ils ont de moins en moins d'informations et doivent meubler
pile au moment où les choses sont apparemment en train de bouger. On dit, mais c'est de l'autre côté de l'école, il pourrait s'agir éventuellement de sorties d'enfants, mais ceci est à prendre vraiment au conditionnel. Nous avons une autre équipe de l'autre côté, nous avons aussi, il y a aussi un journaliste de l'AFP qui aurait vu des enfants sortir dans la cour de l'école, mais ceci n'est pas encore confirmé. Mais ce qui est sûr en revanche, et ça on peut le dire, c'est que depuis quelques minutes, les choses semblent ici se précipiter et l'on espère vers une issue positive. Le raid va finalement réussir à s'infiltrer dans la classe pendant le sommeil de Human Bomb et faire sortir les 6 derniers enfants. L'ultime direct de cette prise d'otage à rebondissement est celui de la délivrance. Il rassure une France qui a retenu son souffle pendant plus de 46 heures. Dénouement à Neuilly-sur-Seine, nous venons de l'apprendre, le preneur d'otages de l'école maternelle a été tué. Les 6 enfants et la maîtresse sont sains et saufs. Autre exemple de la prise d'otage en direct qui fait froid dans le dos, celle du vol Paris-Alger. Souvenez-vous, un soir de Noël 1994, un avion de 250 passagers, détourné par un groupe islamiste armé, atterrit à l'aéroport de Marignane. Sur place, le GIGN décide d'intervenir vite car les terroristes ont déjà exécuté 3 personnes quelques heures auparavant. L'assaut filmé de loin dans un premier temps est donné à la tombée de la nuit et commenté en direct. Nous assistons maintenant au moment dramatique et crucial de cette prise d'otage puisque visiblement ce qui semble être l'unité du GIGN est en train de prendre possession du Boeing. On entend encore actuellement des détonations. Il y a eu des grenades qui ont fait sauter les portes il y a quelques minutes à peine. On entend toujours des coups de feu, ce qui ne lasse pas d'être inquiétant puisque l'opération dure plus de quelques minutes nécessaires. Trop éloignés du Boeing, les envoyés spéciaux n'ont que leurs yeux et leurs oreilles pour communiquer des informations. Informations pas toujours très claires. En tout cas, l'assaut semble maintenant s'être terminé puisqu'on entend maintenant depuis 2 ou 3 minutes plus aucun bruit. À nouveau une détonation. Vous vivez en fait avec moi ce qui se passe puisque c'est assez difficile en fait de se rendre compte. La nuit tombe de plus en plus. On a entendu en particulier quelqu'un qui disait il y a énormément de morts mais il y a au moins 2 Français vivants. Je ne peux pas du tout vous commenter, je vous le dis tel que nous venons de l'entendre à l'instant. Il y a à nouveau des détonations qui continuent. Que se passe-t-il maintenant? Je vous le dis, nous sommes assez loin, c'est assez difficile à voir. On a vu des colonnes avec des gyrophares qui pourraient être des secours. Nous venons de recevoir à l'instant de nouvelles images sur la façon dont le GIGN a donné l'assaut. Regardons-les ensemble. Alors, vous voyez les hommes du GIGN. Ne dites plus rien, ne dites plus rien. Ils viennent de pénétrer dans l'avion par la porte avant. Mais nous avons vu tout à l'heure que d'autres passerelles avaient été posées à d'autres entrées de l'appareil. Vous voyez le copilote qui va essayer de sortir de l'avion. Qui essaye de sortir, sort de l'avion, il a dû se blesser, qui saute du cockpit, de la cabine de pilotage. Il s'est blessé car il a du mal à marcher, mais il est indemne. Ces images filmées de plus près par le GIGN sont spectaculaires, mais illustrent surtout le succès de l'opération, puisqu'aucun otage n'a été tué pendant cette mission commando. Et éviter la boucherie en direct, ça mérite plus qu'une médaille. Dans un autre registre moins tragique, le 21 avril 2002 est une date gravée à jamais dans les mémoires de la Ve République. Ce soir-là, tout le monde est devant son poste de télévision pour connaître les résultats du premier tour de la présidentielle qui doit ensuite opposer les 2 candidats à avoir obtenu le plus de suffrages. Et depuis le début de la campagne, tous les sondages sont unanimes, ils promettent une affiche on ne peut plus classique pour le second tour, la droite contre la gauche, Chirac contre Jospin. Pourtant, contre toute attente, ce dimanche 21 avril 2002 à 20h, les Français découvrent en direct un candidat très inattendu. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Voir Jean-Marie Le Pen devant Lionel Jospin, ça a surpris tout le monde. Vraiment tout le monde. J'ai jamais vu arriver Le Pen au deuxième tour. Et alors moi, j'ai moins d'excuses que d'autres parce que Marianne n'avait cessé de dire pourquoi Le Pen pourrait être au deuxième tour. Il ne disait pas Le Pen va être au deuxième tour, mais on disait sur la sécurité, sur les migrations, sur les valeurs républicaines, sur les conneries de la gauche caviar, machin. C'est-à-dire tout ce qu'on disait contribuait à montrer qu'il y avait un risque que Le Pen soit au deuxième tour. Et malgré tout, on n'en a pas tiré la conséquence que Le Pen serait au deuxième tour. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Si les journalistes n'ont rien vu venir, les militants encore moins. Dans le QG du Parti Socialiste, on est totalement sous le choc. Dans celui de l'UMP, on reste perplexe. Mais celui qui semble le plus surpris de cette victoire, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est le choc du résultat. Tout à coup, il est confronté à la réalité. Et il se dit, c'est pas, ce qui m'arrive est impossible. Là, il mesure tout à coup toute l'ampleur de ce qui reste à faire. Un chemin stoppé net par une très forte mobilisation dans la rue et dans les urnes les jours qui ont suivi. Car au deuxième tour, pour la première fois, un président français est élu avec un score soviétique avec plus de 80% des voix. Jospin, quant à lui, décide de se retirer de la vie politique avec encore à ce jour aucun comeback à signaler. Et ça aussi, c'est une première dans l'histoire du monde politique. Roland Garros, 5 juin 86. Yannick Noah est sur le point de remporter la finale face au tenant en titre Mats Wilander. Le public français est derrière lui. Des milliers de téléspectateurs assistent en direct à cette victoire, l'une des plus touchantes du sport français. Unforgettable, that's what you are. Ce qu'il y a eu de très beau dans cette affaire, c'est que parfois, pour ne pas dire souvent, les sportifs français ont un petit peu de mal, tout sport confondu, à concrétiser les espoirs placés en eux. Et là, je ne vais pas dire pour la première fois, mais en tout cas pour une des premières fois, dans un contexte en plus qui faisait que la France entière était derrière lui, il a su concrétiser et en plus il a gagné cette finale assez confortablement contre un joueur qui était pratiquement le meilleur joueur du monde à l'époque. Oui, il a demandé 2 minutes alors que c'est maintenant la crise nerveuse. Il n'a pas pu boire alors que, après avoir été félicité son entraîneur et être venu ici sur sa chaise, il est maintenant en reprise avec une crise nerveuse, Yannick. Et on le comprend, il nous a demandé 2 minutes et il n'a même pas bu alors que tous les photographes sont là. Il est sur sa chaise et il pleure. Tout ça, c'est un moment effectivement inoubliable. À une réserve près. À une réserve près, et d'ailleurs Noah l'a souvent dit lui-même, c'est que la poignée de main entre lui et Wilander a été, je le cite, ratée. Je cite même pourri. Il n'a pas, si vous voyez l'image, il lui serre la main, mais vraiment d'un air détaché, sans pratiquement le regarder dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'il a longtemps regretté. Je crois même, le connaissant un petit peu, qu'il le regrette encore aujourd'hui. Il n'y a pas que en cas de victoire que les sportifs nous procurent de l'émotion. Parfois leurs larmes de défaite peuvent nous toucher tout autant. 10 juillet 2006, place de la Concorde à Paris. Nous sommes le lendemain de la finale de la Coupe du Monde de football. La France a perdu contre l'Italie suite à un tir au but raté de David Trezeguet. Mais ce jour-là, des millions de gens sont venus rendre hommage aux Bleus malgré leur défaite.
Mais suite à son échec, pour Trezeguet, l'épreuve est difficile et en direct, il craque. Il y a David Trezeguet qui est en larmes et qui prend dans ses bras Thierry, qui prend dans ses bras Thierry Henry et Lilian Thuram à côté. Les larmes de David Trezeguet, c'est très émouvant et les supporters qui disent que ce n'est pas grave. Ça le fait pleurer d'être acclamé parce qu'il a raté le tir au but décisif la veille en finale. Elles sont belles, hein, ces larmes de David Trezeguet qui a forcément pendant toute la nuit repensé à son tir au but et de savoir que le public français, que les supporters ont oublié ce tir au but qui s'est fracassé sur la transversale de Buffon. C'est oublié, c'est magique ce qui se place. Il était extrêmement touché de l'amour que lui envoyait la place de la Concorde. Et c'est Thierry Henry qui vient le chercher pour qu'il vienne sur le devant du balcon parce que les deux joueurs ont débuté ensemble à Monaco. Il y a plein de choses dans ces larmes, il y a le pardon, il y a la déception, il y a l'émotion, c'est un beau moment. Le César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables. En 1996, Annie Girardot obtient le César de la meilleure actrice pour un second rôle dans Les Misérables, après une très longue traversée du désert. Submergée par l'émotion, elle profite de l'occasion pour passer un message à la profession. L'actrice nous offre là des larmes bouleversantes de sincérité. Ça a été une immense star de cinéma, de théâtre, de télévision. Et puis, pendant un certain nombre d'années, elle a été un peu placardisée. Elle est arrivée à une période où elle ne pouvait pas vraiment faire des rôles de première de la classe, de jeunes. Elle ne pouvait pas non plus faire des rôles beaucoup plus âgés. Du coup, tout le monde l'a oubliée. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Victoire de la musique 2009. Ce soir-là, Alain Bachung est à l'honneur. Il remporte 3 récompenses pour son album Bleu Pétrole, sorti un an auparavant. La victoire est attribuée à Alain Bachung. Alain Bachung, Bleu Pétrole Tour. Un palmarès qui fait de lui l'artiste le plus primé de cette cérémonie, avec 11 victoires à son actif depuis le début de sa carrière. Mais ce soir-là, en direct à la télévision, le public découvre un nouveau visage de l'artiste, un homme amaigri, faible et malade. C'est lourd. Oui, oui. Artiste, interprète masculin de l'année, Alain. Oh, que dire, que dire, que dire. Merci, c'est magnifique. Ça brille, c'est lourd. Ah. Est-ce que ça réchauffe le cœur? Oui. Ça réchauffe le cœur. Ce qui est très émouvant dans ces images, c'est que tous les gens du métier savent que Bachung est malade. Tous les gens savent aussi que ce sera sans doute une de ses dernières prestations scéniques, puisqu'il avait annulé avant des concerts. Les gens qui sont à la télévision savent, ont connaissance de l'info. Le téléspectateur, lui, ne l'a pas. Et d'un coup, il va trouver Bachung amaigri, il va trouver Bachung un peu faible. C'est que de l'amour, tout ça. Mais ils m'ont tous fait passer une soirée magnifique, mais je ne pourrai jamais oublier cette soirée.
Et du coup, le téléspectateur est comme ça, malgré lui, impliqué dans l'intimité d'un artiste et apprend quelques mois plus tard que c'était effectivement sa dernière prestation scénique. Un jour, je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour, je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. The Oscar goes to Marion Cotillard, L'Avion Rose. Los Angeles, février 2008. La Française Marion Cotillard remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Edith Piaf dans La Môme. Depuis Simone Signoret, 48 ans auparavant, aucune actrice française n'avait remporté la statuette à Hollywood. Thank you so much. Olivier, what you did to me. Maestro Olivier Dahan, you rocked my life. You've truly rocked my life. Thank you so much to Picture House for your passion. Members of the Academy, thank you so much. And, well, I'm speechless now. I thank you, life, thank you, love. And it is true, there is some angels in this city. Thank you so much. Un soir de l'année 2008, un phénomène étrange arrive sur nos écrans, le phénomène Susan Boyle. Une femme d'un certain âge au physique somme toute disgracieux, sur qui personne n'aurait misé une cacahuète, et pourtant, en direct lors de l'émission Britain Got Talent, ce personnage atypique va faire vibrer toute la salle avec sa voix de cristal, une image qui fera le tour du monde et fera d'elle une star planétaire. I dreamed a dream in time gone by. C'était Max T'es dit non. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be forgiven. Est-ce que la réaction du jury était feinte ou pas? On s'est beaucoup interrogé de savoir si c'était justement de la scénarisation pour justement donner de l'ampleur à cette séquence du genre « Ah, je suis interpellé » ou si c'était vraiment de la surprise. Je pense qu'il y a un peu de scénarisation, très clairement. En revanche, ce qui est intéressant quand la caméra balaye la séquence, c'est qu'on voit les téléspectateurs. Et eux, vraiment, ils sont interloqués et on voit la surprise. Et voilà, ils prennent un coup sur la figure et là, c'est tout à fait étonnant. L'identification est très très forte pour les gens. La télé adore, c'est des contes de fées. C'est des contes de fées. 8 jours avant, elle était dans sa banlieue anglaise, pas très aimée dans son quartier, pas très aimée par ses voisins, et puis d'un coup, elle a besoin d'un manager, elle change de look, elle fait la une des magazines People. On n'a peut-être pas forcément envie de ça, mais en tout cas, c'est un conte de fées pour beaucoup de gens. Septembre 97. 6 jours plus tôt, Lady Diana Spencer meurt dans un accident brutal de la route, laissant derrière elle tout un pays en deuil. Les obsèques de la princesse la plus populaire de la planète sont retransmises en direct dans le monde entier. Son mariage avec le prince Charles avait été un événement télévisuel. Ses obsèques le seront davantage, suivies par près de 1 milliard de téléspectateurs. Drôle de constat. Cold
out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life. Mort de Lady Di, on est dans le cadre d'une communion télévisuelle. On est à la limite du phénomène religieux. Du coup, la télévision, elle a un effet de loupe énorme, parce que du coup, vous avez l'impression d'être dans la foule, au bord du cortège, à voir passer le cercueil sur le fût de canon, et vous avez l'impression de participer aux obsèques. Your candles burned out long before your legend ever will. Une princesse adorée, jolie, intelligente, qui disparaît du jour au lendemain, c'est un électrochoc mondial. Et donc du coup, tout le monde a regardé ces séquences à la télévision parce que c'était un événement d'actualité incroyable. For our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. Il était considéré comme la star de tous les temps. Le 25 juin 2009, Michael Jackson nous a quittés. Sa mort a provoqué un véritable choc. Des dizaines de millions de fans pleurent la star défunte. Deux semaines après sa disparition, un hommage planétaire lui est rendu au Staples Center de Los Angeles. La cérémonie d'adieu est retransmise en direct dans le monde entier et suivie par plus de 3 milliards de téléspectateurs, du jamais vu pour les obsèques d'un artiste. Aucun événement historique, politique ou sportif n'avait rassemblé autant de monde. Il faut comprendre que Michael Jackson, c'est la plus grande star du monde. Sur la planète entière, de l'Europe à la Chine, on vénère Michael Jackson. Donc ce moment-là, ces obsèques-là, le direct permettait de les faire partager au monde entier. How much pain can one take? Maybe now, Michael, they will leave you alone. C'est surtout une volonté pour la famille Jackson de continuer à faire vivre un peu le business, en faisant chanter les uns les autres, en disant qu'ils allaient continuer à faire vivre la mémoire. On sentait que c'était quelque chose de très calculé pour le coup, et tout était au millimètre. L'image qu'on peut retenir en tout cas de cet hommage très marketing, c'est la fille qui, effectivement, la petite fille qui parle, son père est décédé, il est parti, elle a une vraie, pour le coup, elle a une vraie peine et elle la partage. Et là, du coup, tout le monde a été ému. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Quand un chef d'État est en visite à l'étranger, en général, il donne une conférence de presse et prend un ton très sérieux pour faire passer un message au peuple qui l'accueille. Et à la fin de cet échange avec les journalistes, ces grands professionnels de la communication savent qu'il ne faut pas rater sa sortie. Enfin, encore faut-il savoir où est la sortie. Ce jour-là, à Pékin, George Bush avait visiblement mal réglé son GPS. La seule issue pour ne plus être ridicule dans ces cas-là, c'est de lancer une petite blagounette. Là, vous pouvez partir en vainqueur.
Quelques jours après son élection, en 2007, Nicolas Sarkozy participe à son premier G8, l'occasion pour notre nouveau président de faire la connaissance de ses homologues. Et à la sortie de son entretien avec Poutine, on a l'impression que les relations franco-russes partent sur de très bonnes bases. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez. Oui, allez. L'histoire ne dit pas si les deux chefs d'État ont trinqué à cette nouvelle amitié, mais apparemment, ils se sont bien marrés eux aussi. Y a-t-il des questions? Alors même si on sait tous que se moquer c'est pas bien, voici une séquence inoubliable des JO de Sydney 2000. Nous sommes dans les séries du 100 mètres nage libre avec un athlète de Guinée équatoriale qui a un petit problème, il ne sait pas nager. Les commentateurs vont avoir beaucoup de mal à garder leur sérieux. C'est inédit comme image. Alors regardez un petit peu, c'est un style évidemment assez peu académique. Excusez-moi Eric, mais ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, ce 100 mètres. Alors il nage la tête hors de l'eau, tout comme un nageur de water polo, c'est... Non, franchement... On se demande s'il va arriver au bout de son 100 mètres. Attention au virage. Attention, il va couler lui. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Hein. Allez, un petit effort pour arriver au bout. Ah, c'est une image quand même incroyable hein, sur ces Jeux Olympiques. Non mais ça reste une image forte quand même. Ah oui. Parce que très franchement, on rit, mais c'est vraiment l'esprit olympique d'il y a il est du très début applaudi. du siècle. Non, c'est formidable, vraiment c'est formidable. Une 52-72. Il est ovationné, Eric Moussambani. Ironie d'histoire, après sa course, Eric Moussambani est devenu aussi célèbre que n'importe quel champion olympique. Se préparer pendant 4 ans pour participer à des JO d'hiver et tomber au bout de quelques secondes dans une épreuve de descente à ski, en général, ça n'arrive qu'aux Français, on appelle ça la schkoumoun. Pour Marion Roland à Vancouver, certes, la France est passée à côté d'une médaille, mais au moins, sa prestation fait aujourd'hui le bonheur des bêtisiers du monde entier. Souvenez-vous, c'était en direct, mais attention, c'est très court. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Ah bah non. Non. Eh bah qu'elle a pas solide du tout. Non. Non, non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Et ça, c'est quelque chose, mais mon Dieu, une faute de quart. Et là, c'est horrible. Ça, je vais vous dire, c'est horrible. Parce qu'aujourd'hui, cette image-là va faire le tour du monde. Et la pauvre Qu'est-ce qu'elle a fait Marion... Elle a fait son ski, donc la quart extérieure de son ski, voilà, sur un pas de patineur. C'est une erreur qui peut arriver. Hein. Ah oui, c'est une erreur qui peut arriver. Ça nous est arrivé à tous, à l'entraînement exactement. Mais que ça arrive ce jour-là, c'est vraiment tragique pour Marion. Difficile de ne pas rire quand un gros quiproquo se déroule sous vos yeux en direct à la télé. En 2002, pendant la cérémonie des Video Music Awards, Britney Spears doit remettre une statuette destinée à marquer le 44e anniversaire de Michael Jackson. Comme le veut la tradition, elle a donc préparé un petit discours avant l'arrivée du King of Pop. This is someone who has inspired me and just about everybody in this room and the world. I consider him the artist of the millennium. Mais voilà l'origine du malentendu. Britney vient de dire « Pour moi, c'est l'artiste du millénaire ». I consider him the artist of the millennium. Ça n'engage que la chanteuse, mais trop tard, Michael débarque sur scène, oups, attention, il y a un mur, en étant persuadé que cet award est l'award de l'artiste du millénaire, prix qui n'a d'ailleurs jamais été créé. Il va donc prendre tout son temps pour remercier la profession de cette immense reconnaissance à laquelle il ne s'attendait pas du tout. When I was a little boy in Indiana, if someone had told me that one day I would be getting, as a musician, the Artist of the Millennium Award, I wouldn't have believed it.
This is really amazing. I can't believe it. L'image, elle va faire le tour du monde. C'est la première fois qu'un artiste de cette envergure monte sur scène et n'a pas compris pourquoi il est sur scène. Il va remercier pour un prix qui n'existe pas. And all the fans around the world, I love you. God bless you. Thank you. La conférence de presse pour un chef d'État est un exercice très sérieux. Mais rien n'interdit une franche rigolade pour détendre l'atmosphère, surtout quand il s'agit d'un sommet entre la Russie et les États-Unis, deux grandes puissances mondiales qui, sur le papier, ne sont pas franchement amies pour la vie. C'est vrai que c'est rarissime de voir des chefs d'État se lâcher comme ça de façon aussi incongrue. Moi, mon interprétation, c'est qu'ils avaient largement arrosé leur bonne entente. Là aussi, c'est un secret pour personne qu'Helsinki avait un penchant certain pour la bouteille. Clinton, je ne sais pas, mais enfin bon, apparemment, vu son teint, etc., il n'était pas non plus forcément un adepte de l'eau minérale. C'est plutôt rassurant de voir que les chefs d'État sont capables de dire des bêtises et de se marrer, quoi. C'est vrai que c'est rassurant, ou pas en fait. Inviter Michel Boujna sur France 2 n'est pas une bonne idée si vous voulez que votre direct ne parte pas en sucette. Il a le fou rire facile et très contagieux, la preuve en image. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Il y en a plus dans la brique d'ailleurs que dans... Le problème, c'est de maigrir. Ça, regardez ça. C'est 450 000 calories. C'est les trucs qu'on donne aux types qui sont anorexiques. Tu manges ça, et après tu manges pas pendant 15 jours. Et là, nous avons de la nourriture pour à peu près 30 millions de personnes. Parce que Lucette, elle a réglé le problème de la faim dans le monde. Et voilà. Difficile de se renouveler quand on a une chronique quotidienne dans une émission de télé. Ce jour-là, dans Matin Bonheur, Valérie Maurice nous présente un objet qui, comment dire, peut prêter à confusion. Et je termine avec ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est un attelage, une boule d'attelage. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est que la boule d'attelage, une fois qu'elle est montée, eh bien pour la démonter, il faut prendre des outils, il faut prendre toutes sortes de choses, et c'est extrêmement pénible. Ça fait rire Marc? Du tout. Oui, et donc? Et on s'était dit, ça serait bien de pouvoir la démonter, cette boule, parce qu'on s'en sert pas tout le temps. C'est vrai qu'on s'en sert pas tout le temps. On s'en sert pas tout le temps. Lisez un peu, papota. Et alors donc? Et l'intérêt, c'est que pour l'instant, vous ne pouviez pas le faire, surtout qu'on s'en sert en général que 2-3 fois par an. Alors voilà, maintenant c'est possible. C'est une boule. Ça. Il y a un petit système avec une clé qui vous permet de la clipser sans aucun problème. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas commercialisé encore. Et le seul inconvénient, c'est qu'il faut quand même avoir le système d'attache normal au préalable pour pouvoir y accrocher cette boule. C'est une des nouveautés. Le salon est tout content. Quand deux acteurs du cinéma français sont à bout parce qu'ils enchaînent depuis des semaines la promo d'un film, il ne faut pas grand-chose pour qu'une simple interview en direct devienne du grand n'importe quoi. Vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. Ça a été si terrible que ça. Non, pas terrible. Non, pas terrible, vous voyez. Bon, le film s'appelle Le Boulet. Vous voyez dans quel état je me trouve aujourd'hui, après un an de rapport très intime avec... C'est ce qu'on appelle... Bon, reprenez un sushi, ça ira peut-être mieux après. C'est horrible. Je ne sais pas lequel des deux peut parler.
c'est un retour d'un style dans le cinéma français actuellement. Ça va être une tradition. Une tradition. Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible. C'est le retour du genre populaire. Restez donc avec nous est une émission qu'il ne fallait pas rater à la fin des années 70. Aux commandes de ce jeu télé, Denise Fabre, toujours en très grande forme. Qu'est-ce que vous choisissez? Écoutez, n'arrête vraiment pas. Alors. Du boulanger, où ça? À Béthune? Oui. Gérard. Oui, Denise. Un premier concurrent. Eh bien, ce sera à Trouville, Madame Raymonde d'Asseville. Raymonde, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre choix, Raymonde? Non, c'est curieux, je ne vous entends plus. Sur le... Mon choix, c'est le kaléidoscope. 13 500 francs, Raymonde. Oui. À quoi pensez-vous? Je pense à la présentation d'une émission de TF1 qui représente un œil, ou plutôt deux iris, dans une même orbite. Non, c'est pas ça du tout. Madame... Arrête de rire comme ça. Rire pendant une remise de prix n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on regarde une cérémonie en France. Mais ce soir-là au César, Florence Foresti avait décidé de dérider le cinéma français en venant remettre le prix du meilleur scénario. Bonsoir Florence. Hein? Je dis bonsoir. Non, pas bonsoir, s'il te plaît. Ah pardon. C'est pas là. Enfin, je veux dire, c'est pas écrit dans le scénario, donc tu es gentil. Pardon. Je l'ai là, je sais ce que je dis. Intérieur nuit, théâtre du Châtelet. Le soir de la remise des Césars, Antoine est sans voix. Ah. Lorsque Florence, jolie brunette de 25 ans à peine, entre sur scène sous les hurrahs d'un public déchaîné. C'est écrit. Florence, naturelle. Un scénario, c'est la clé de voûte de l'édifice cinématographique. Le public est conquis par sa verve. Le public a envie de se lever, mais ne le fait pas. Michel Denisot est hilar. Vincent Cassel regrette son mariage. C'est écrit, arrêtez. Il n'y a pas d'applaudissements à ce moment-là, vous êtes gentils. Hein? Dustin Hoffman, lui, il semble se dire « Bon sang de bonsoir, ce petit bout de bonne femme me rappelle moins à son âge. » Quel talent, she's a hell of a little big woman. On doit lire tout ça dans ses yeux. Soudain, Florence découvre que Sean Penn est assis au premier rang. Quoi? Oh, Sean Penn est assis au premier rang? Non, elle joue mieux que ça. Quoi? Sean Penn. Au premier rang. Sean est sous le charme. Il est irrésistiblement attiré par la jeune comédienne. N'y tenant plus, il se précipite sur scène pour la rejoindre. J'y vais, ça va. Aux États-Unis, il est très rare de s'ennuyer pendant une cérémonie, tout simplement parce que c'est la meilleure occasion de l'année pour créer le buzz, faire sa promo, voire même refaire son image. Et pour ça, certains artistes n'hésitent pas à mettre le paquet pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Par exemple, ici, aux MTV Awards, on a du mal à croire que le monsieur qui s'agite depuis le début avec Jennifer Lopez, eh bien, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, le nouveau comique de Hollywood, Jim Carrey n'a qu'à bien se tenir. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Nous répétons donc, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. À l'annonce des résultats de la présidentielle de 1981, même si on peut noter chez Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte un certain manque d'enthousiasme, le soir du 10 mai 1981 est un vrai soir de fête en France. Car pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les Français choisissent un homme de gauche, François Mitterrand, comme président. Une date historique pour le Parti Socialiste qui décide de fêter l'événement. Du coup, en direct, son secrétaire Lionel Jospin s'improvise géo pour indiquer aux sympathisants de gauche où va se dérouler l'after. Si jamais des Français voulaient manifester leur joie, puisque je disais que c'était un jour de joie, et s'ils voulaient exprimer cette joie, eh bien, nous pensons que c'est sur la place de la Bastille, à la fois pour des raisons historiques, et aussi parce que c'est un espace digne d'une foule, ce que nous ne pourrions pas faire près du siège du Parti Socialiste, qu'ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Aussitôt dit, aussitôt fait. Monsieur Lionel Jospin avait rappelé qu'il proposait un rassemblement de la joie, place de la Bastille. Jacques Merlino, sur ses premières images. Je vous entends, je viens juste d'arriver place de la Bastille où il y a déjà plusieurs milliers de personnes. C'est une foule très nombreuse, assez difficile à évaluer. Une foule jeune en grande majorité, joyeuse bien sûr. On forme des petits groupes qui dansent dans tous les coins. Tout à l'heure, on a tiré quelques fusées d'artifice et le monde afflue en permanence. Je crois qu'il y aura ici ce soir un très grand rassemblement. C'était la première fois depuis des décennies qu'il y avait une véritable alternance en France. Donc ce jour-là, il s'est effectivement passé quelque chose, redouté par les uns, espéré par les autres. Et c'est vrai qu'il y a une formidable libération ce soir-là, notamment à la Bastille, mais un peu partout en France. Et voilà, jusqu'au plus petit village reculé dans le bistrot du coin. Un rassemblement populaire aux allures de 14 juillet électoral qui montre que les Français prennent pleinement conscience ce soir-là qu'une page est en train de se tourner. Paradoxalement, il n'y a qu'au siège du PS où on ne mesure pas du tout l'ampleur de la victoire. Je me suis engueulé avec les responsables du Parti Socialiste parce que, pour des raisons qui m'échappent encore, ils ont refusé de déboucher les bouteilles de champagne avant 10h du soir. Ils avaient peur que les gens soient complètement torchés, je ne sais pas. Donc je leur ai expliqué que c'était le seul endroit de Paris où on ne fêtait pas la victoire de Mitterrand. En tout cas, cette liesse spontanée marque les débuts de l'état de grâce pour François Mitterrand, avec entre autres l'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans. À noter également depuis son élection une nouvelle tradition qui perdure encore aujourd'hui. Je pense que de mémoire, c'est la première fois effectivement qu'il y a eu un rassemblement organisé comme ça dans la foulée d'une élection. Et ça a créé un précédent parce que maintenant, à chaque élection présidentielle, il y a ce type de festivité organisée par le vainqueur. Le 12 juillet 1998, face au Brésil, la victoire de l'équipe de France, qualifiée par le sélectionneur Aimé Jacquet de victoire de tous les Français, provoque une ambiance irréelle dans les rues de la capitale. Il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là. Je crois qu'à part la libération de Paris, on n'a jamais vu autant de monde sur les champs. Une liesse populaire qui est montée progressivement après chaque match remporté par les Bleus pendant cette Coupe du Monde 98. À l'image de son équipe nationale, on parle à l'époque d'une France plaque blanc-beurre qui se retrouve ensemble pour partager des purs moments de bonheur. La France avait fumé un énorme pétard collectif, elle était sur un nuage, elle vivait un truc qu'elle ne pensait pas pouvoir vivre. Je pense que c'est le moment de communion nationale le plus intense et le plus fort. Et le climax de cette ferveur collective a lieu le lendemain du Sacre des Bleus. Le peuple a besoin de voir en chair et en os ces héros qui les ont fait vibrer pendant plus d'un mois. Les supporters ont rendez-vous cette fois-ci officiellement sur les Champs-Élysées. Les nouveaux champions du monde ne vont pas être déçus de l'accueil qui leur est réservé. Voilà, retour en direct bien sûr sur les Champs-Élysées avec ce quart de l'équipe de France qui se ferait difficilement un passage au milieu des milliers de supporters. Regardez tous ces drapeaux, extraordinaire image, on n'a vraiment jamais vu ça. Les anciens disent depuis la libération. Si les joueurs sont surpris, les téléspectateurs de France 3 ne sont pas en reste ce jour-là, car la chaîne du service public a trouvé comment booster l'audience de son direct, faire chanter la mascotte nationale. Je ne parle pas de Footix bien sûr, mais de Mireille Mathieu. On a envie d'écouter la Marseillaise, on vous écoute. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. C'est un moment de liesse populaire
assez incroyable parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que la France n'est pas un pays de football. Qu'il faudrait beaucoup de 12 juillet 98 pour qu'il le devienne. Malheureusement là avec la dernière Coupe du Monde, là, on vient de prendre de nouveau je pense 15 ans de retard. On vient de dégoûter une partie de la population. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à rebâtir. Le 31 décembre 1999, la planète entière est à la fois excitée et angoissée par le passage à l'an 2000. Il y avait une forme d'inquiétude. Alors on nous disait que l'informatique, tout allait bugger. Il y avait les plus gros fantasmes qui alimentaient ce qu'ils souhaitaient sur qu'est-ce qui va se passer. On va tomber dans un monde différent en 2000. L'occasion pour les télés du monde entier de réaliser des émissions spéciales en direct des pays qui basculent un par un en 2000. Les 28 heures de direct, c'est ce que France 2 a choisi de vous proposer pour vivre donc cette communion universelle tous ensemble à travers les 24 fuseaux horaires et les 25 fois minuit. En France, c'est l'île de Wallis et Futuna qui ouvre le bal. Et on va retrouver, si tout va bien, en direct, à l'autre bout du monde, où Natacha Szilagy. Ça y est, vous y êtes. Je vous souhaite une bonne année, Natacha. Bonne année à vous aussi, Jean-Pierre. Et bien ça y est, ici, nous sommes le 1er janvier de l'année 2000. Manouya Teta ou Fa'ao, de la part de tous les Wallisiens. Voilà, J-10. Et c'est parti, en même temps. Tout en simultané. C'est parti pour le plus grand, le plus long, le plus beau feu d'artifice jamais vu dans l'hémisphère sud. 25 minutes de feu d'artifice continu. Il est minuit pile, bonne année donc à tous les habitants d'Australie, en tout cas la partie la plus est, puisque ce continent est traversé par 3 fuseaux horaires. Puis à Paris, le changement de millénaire est symbolisé par l'embrasement de la Tour Eiffel. Les dernières secondes avant l'heure fatale donnent lieu en direct à quelques fantaisies. Si vous me le permettez, j'avais promis à ma fiancée que je la demanderais en épouse avant l'an 2000. Alors donc, si elle veut bien m'épouser, il faut qu'elle m'appelle, il lui reste quelques minutes avant de me répondre et puis ça sera pour l'an 2000. Voilà, merci. Bon, ça c'est fait, place au spectacle maintenant. Deux, 1, alors c'est parti, bienvenue à l'an 2000. Toute la nuit, les duplex s'enchaînent, pas de bugs informatiques à signaler, ni d'apocalypse. Le monde en reprend pour 1000 ans, alors il faut fêter ça comme il se doit. Lorsque les deux meilleurs boxeurs de tous les temps s'affrontent dans un championnat du monde, le spectacle promet d'être grandiose. Pourtant, ce 28 juin 1997, Mike Tyson, face à Holyfield, va nous infliger l'une des images les plus négatives de l'histoire du sport. En direct devant des millions de spectateurs, Mike Tyson va mordre l'oreille de son adversaire à 2 reprises, un geste de sauvagerie absolue qui nous a laissé sans voix. Effectivement, en difficulté qui plus est, mord l'oreille au point de lui arracher une partie du lobe de l'oreille. Je ne sais pas si vous imaginez la force qu'il faut avoir.
A left hook. You know, it's funny, Mike was having his best round. He did it again. Mike Tyson has bit Evander Holyfield for the second time, and it is all on the floor. I'll tell you what, this is unbelievable. Ça, franchement, ça pour moi, c'est l'une des images les plus effrayantes du sport, à la fois physiquement et psychologiquement. Pour la petite anecdote, selon l'analyse d'experts, la pression de la mâchoire de Tyson était 5 fois supérieure à celle d'un individu normal. En même temps, un individu dit normal n'aurait sûrement pas exécuté un tel geste. Et en termes de violence, le football, lui non plus, n'est pas en reste. 8 juillet 82 à Séville. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Début de la deuxième mi-temps, les deux équipes sont à égalité. Quand d'un coup, Schumacher, le goal de l'Allemagne à la réputation déjà sulfureuse, est pris d'un geste insensé. En direct devant des millions de spectateurs, il va commettre une agression volontaire sans précédent. J'ai rarement vu un garçon faire un match comme celui qu'il fait ce soir. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Battiston vient de rentrer quelques minutes auparavant et puis il y a une passe et il va se présenter seul devant Schumacher et Schumacher en fait saute et lui met un coup de hanche en plein dans le menton. Bon, il est totalement inanimé. Platini qui était un proche ami à lui est très inquiet, lui prend la main, il y a la civière. On sent que c'est une équipe où les joueurs étaient vraiment très proches, très soudés, comme les doigts d'une main. Enfin, ça nous change aujourd'hui, quoi. Battiston s'en sortira avec une commotion cérébrale et 2 dents en moins. Les supporters, eux, sont sans voix devant cette action. Une action gratuite et incompréhensive qui restera certainement l'une des images les plus révoltantes du football. Parfois, ce n'est pas forcément ceux que l'on attend le plus qui ont des coups de sang en direct. Et quand cela vise le président des États-Unis, l'image prend tout de suite une autre ampleur. Nous sommes le 14 décembre 2008 à Bagdad. Ce jour-là, George W. Bush tient une conférence de presse devant les journalistes du monde entier. Et en plein discours, il va éviter de justesse un attentat à la chaussure. Le journaliste irakien à l'origine de ce geste est évacué dans la foulée, mais laisse derrière lui un désormais célèbre lancer de chaussures qui fera le tour du monde et le chou gras des internautes. Bien loin de la politique et du sport, les people, ces étranges créatures ont eux aussi parfois des comportements qui laissent perplexes et quand ça se passe en direct, les images font le tour du monde. Nous sommes à Berlin en 2002. Les fans de Michael Jackson attendent la star en bas de son hôtel en espérant une apparition de sa part. Et ils ne vont pas être déçus. En effet, l'artiste ne va pas apparaître seul mais avec son bébé qu'il décide de brandir par la fenêtre, l'exhibant tel un trophée vivant. Là, il va commettre une erreur de communication absolument incroyable. Il va passer pour un irresponsable total. À l'époque, il y a des petites figurines qui ont été faites en plastique, qui ont été vendues de Michael Jackson passant le bébé à travers la rambarde. C'est-à-dire que cette image-là va lui coller à la peau quasiment jusqu'au bout. Cette image va provoquer la stupeur générale. En même temps, lorsqu'on est atteint du syndrome de Peter Pan, on n'est pas forcément toujours bien ancré dans la réalité. Les stars qui pètent les plombs en direct, c'est le pain quotidien des télés américaines. Mais quand il s'agit de Britney Spears et qui plus est décide de se raser la tête, telle une catastrophe naturelle, le fait devient un événement d'actualité traité en direct.
Provocation, détresse ou coup de com', ces images symbolisent la descente aux enfers de la chanteuse, mais en disent long aussi sur les médias et leur notion de priorité. Les MTV Music Awards, la cérémonie qui réunit les plus grands noms de la chanson d'aujourd'hui. Un show à l'américaine digne de ce nom, où tous les ingrédients sont réunis pour le spectacle. Des stars peu farouches, des costumes provocants et des mises en scène très calculées. Il y a tout un contexte très provocation, très sexuel derrière. Et à un moment donné, voilà, on s'y attend pas. Madonna et Britney Spears se roulent une pelle, elles s'embrassent sur la bouche, c'est complètement inattendu. C'est une image très forte, provocatrice, à laquelle personne ne s'attendait parce que ces deux stars sont assez provocation déjà dans la sexualité, dans la sensualité, mais en plus de ça, là, il y a l'homosexualité qui rentre, qui est latente. Hein. Ce sont deux femmes qui se roulent une pelle devant tout le monde, devant les caméras du monde entier. Là, la provocation, elle est gigantesque, surtout pour le public américain. Le but, choquer les gens. C'est ça qu'elles cherchent à ce moment-là. Elles savent, en faisant ça, qu'elles vont créer un véritable séisme médiatique. Elles le savent, et ça marche. Et oui, ça marche, puisque des millions de gens assistent à la scène en direct. Des millions de gens qui, en 3 heures de soirée, ne retiendront que ça.